cœur de l'été, nous faisons un détour dans l'atelier de Serge Marzin. Il est graveur, buriniste, et nous allons parler avec lui de son parcours, de son travail. Vous avez fait de la peinture. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé un jour à la gravure, Serge Marzin? Ce qui a fait que je m'intéresse à la gravure, c'est la passion du trait. C'est-à-dire que au départ, c'est faire des portraits au crayon avec l'outil le plus basique possible. Donc cette passion du trait qui m'a jamais quitté. Et c'est une frustration aussi qui naît du dessin, parce que j'avais un dessin de sculpteur. C'est-à-dire que je dessinais en volume. J'ai cette habileté-là, naturelle, de dessiner en volume. Et donc je voulais être sculpteur. Et je suis devenu peintre. Et donc, cette frustration a fait qu'à un moment donné, j'ai passé le pas et je suis arrivé dans l'art qu'on disait majeur au 19e, la gravure, parce que c'est un monde à part entière avec la communion de deux métiers, celui de graveur et celui d'imprimeur taille-doucier. Et là, dans l'entre-deux, j'ai assouvi ce qui me manquait le plus, quoi, rentrer dans la matière et puis ressentir la forme et la faire surgir du plat. Alors ça fait une vingtaine d'années maintenant que vous êtes graveur. J'imagine que c'est petit à petit que vous avez aussi appris les différentes techniques que vous utilisez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, il y a une rencontre intéressante. J'étais à Paris à l'époque et j'ai fait la rencontre avec un grand lithographe qui s'appelle Georges da Souza Noronha. Alors, étonnamment, cet homme avait un atelier. Actuellement, de ce que j'en sais, il est parti à Madrid. Il avait un atelier sur Créteil-Port et un atelier qui s'appelait Marge et Point. Et je passais tous les jours devant son magasin et je m'y attardais comme un gamin devant un magasin de bonbons. Et j'ai appris d'une manière un peu par mimétisme les gestes de graveur. Donc le soir, petit à petit, j'ai commencé à acheter des outils, à acheter du cuivre et puis à gratouiller mes matrices le soir sans les imprimer. Et puis le hasard a fait qu'un jour j'ai pu révéler ma première matrice, parce que j'en avais fait quand même un bon nombre, sans jamais les imprimer. Et donc pas au burin à l'époque. À l'époque, je travaillais avec une pointe à cirer, et donc en pointe sèche, la technique directe de la taille douce. Quand la révélation de l'estampe s'est faite, j'ai pas hésité. Je suis rentré chez moi, j'ai commandé ma première presse, et puis j'ai jamais dérogé depuis. Alors pour ceux qui, bien sûr, la plupart des gens voient des gravures mais ne savent pas quelles sont les étapes, est-ce que vous pouvez un peu raconter justement, quand vous avez une gravure à créer, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous allez passer? Alors il y a deux façons d'aborder cette question. Il y a la façon traditionnelle, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, je suis portraitiste, donc je suis un dessinateur à la base, peintre ensuite, et donc pour devenir graveur. Donc carnet de croquis veut dire bon nombre de dessins, et ces dessins peuvent être transposés donc sur la matrice au trait. Moi je choisis un odd mode quand je suis pas sur des travaux comme les exibris héraldiques, ou quand je dois faire un portrait d'une personne sur commande. Quand je dois interpréter mon travail d'artiste graveur, c'est une émotion, et cette émotion, je la pose au pinceau, c'est-à-dire que j'ai une technique très asiatique pour aborder mon travail de gravure, c'est-à-dire que je pose donc cette émotion par une émulsion sur ma matrice qui est dégraissée au préalable. Ensuite, avec mon burin, j'interprète mon trait de pinceau. Donc je serai sans être orgueilleux, un peu dans la filiation de Fabienne Verdier, c'est-à-dire que je suis dans une expression qui est vraiment très proche de l'expression chinoise ou japonaise, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui m'a
qui m'a ému au niveau de la nature, mon regard sur la nature, parce que je suis un contemplatif. Et ensuite, cette émotion qui vient être posée d'une manière très instantanée, très rapide sur la matrice. Et puis après la lenteur du burin, parce que j'ai pas choisi cet outil par hasard. J'ai voulu être buriniste parce que pour moi déjà c'est le prolongement de Zazen, parce que c'est une façon d'aborder le concept des chaînes d'Ishimaro, c'est-à-dire que le concept d'ici et maintenant. C'est-à-dire que quand on est au burin, on n'est pas à ce qu'on va faire le soir ou le lendemain. Ses soucis, on les laisse à la porte de l'atelier, on les reprend après. Et ça, c'est important, être dans un temps, dans une réflexion et être à ce qu'on fait. Donc c'est proche, c'est vrai, de tout compte fait, de cette vocation qu'ont les moines quand ils sont au travail ou dans la prière. Le travail, c'est une forme de prière aussi. Pour moi, en tous les cas, c'est ça. Même si je ne me sens pas plus religieux que ça. J'ai besoin simplement de ce temps de silence et qui amène à maturité une matrice jusqu'à son impression à l'estampe. Il faut quand même redire un mot de votre instrument, ce burin que vous utilisez. Vous en avez deux concrètement. Alors je travaille avec des burins. Des burins que l'on trouve maintenant dans le commerce, des burins américains, des Lyons, des burins coudés, mais j'ai surtout une petite richesse personnelle avec une dizaine de burins français que j'ai pu racheter. Et ça, c'est une merveille parce que c'est des aciers qu'on ne fabrique plus. C'est des aciers qui demandent un affûtage très restreint, hein. On n'a pas besoin de les affûter aussi souvent que les aciers de maintenant. Donc le burin, pour vous expliquer, c'est une tige en acier qui a une section soit carrée, soit en losange. Et donc il y a un affûtage qui est donné, un angle de coupe. Ça, c'est donné par l'affûtage à la meule. Et donc premier affûtage à la meule, mais après on va travailler avec des pierres à l'eau, des pierres d'Arkansas, donc des pierres très très douces. Et là on fera attention bien sûr dans l'affûtage de ne pas laisser un morphile parce que la taille après de cette empreinte, elle serait pas belle, elle serait morcelée, donc ça se verrait à l'ancrage. Donc c'est un outil qui se travaille à deux mains. C'est-à-dire que je suis droitier, donc je tiens mon burin de la main droite et je suis obligé d'être ambidextre parce que la main gauche, c'est la main qui conduit la matrice sur l'outil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frappe. On pourrait croire que avec le nom de cet outil, burin, qu'on est avec un marteau. Non, pas du tout. C'est un outil qui nous vient des orfèvres. C'est un outil on n'a rien changé depuis le XVe siècle. C'est-à-dire que c'est un outil rudimentaire. Albrecht Dürer l'utilisait de la même manière que je l'utilise. La seule différence, c'est que au niveau de l'éclairage et des loupes, c'est plus performant maintenant. Alors voilà pour le burin, il faut dire que le travail de graveur, c'est un travail, et vous l'avez un peu évoqué, un travail sur la longueur, parce que c'est un travail sur le trait pendant des heures et des heures sur cette plaque avec ce burin aussi. Oui, tout à fait. Je pense que en tous les cas pour moi, c'est ce qui est recherché, c'est-à-dire c'est cette lenteur. Je me bats un petit peu contre cette société-là qui veut absolument l'immédiateté, que tout soit rapide, tout soit accessible à tout le monde. Le fait d'être accessible, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de concevoir le métier dans la hâte et dans la rapidité. Alors le burin, c'est pas ça. C'est vrai que pour être buriniste, il faut être un besogneux, il faut être patient, très patient. Et c'est le seul gage de réussite. Une fois que vous avez donc travaillé, gravé cette plaque, qu'est-ce qui se passe pour continuer sur la suite pour arriver jusqu'à la gravure? Quand vous avez donc incisé toute votre matrice, alors déjà,
Comme je le dis souvent, c'est un métier qui est étonnant parce que on n'arrive pas innocemment dans la gravure. On y arrive parce qu'on a souvent la passion du livre. Mais c'est bien au-delà. C'est un métier qui nous berce dans la poésie parce que graver, déjà, on va mettre une empreinte dans une matrice. Une matrice, donc on est dans l'engendrement. On va faire naître quelque chose. Et cette alchimie-là, elle est possible quand on a les deux métiers, c'est-à-dire la pratique de la gravure, donc quand la matrice est réalisée, peu importe sa technique, ça peut être le burin, ça peut être la pointe sèche, ça peut être la manière noire, dite mésotintôt, donc avec un berceau, où au préalable on aura bercé une matrice pendant des heures, une technique aussi monastique que le burin, et puis les techniques indirectes de la taille douce, où là, le creux va être creusé par l'acide. Alors une fois que cette matrice a révélé son empreinte, le deuxième métier rentre en ligne de compte, et là c'est le métier de taille doucier, donc un métier d'imprimeur. Un métier où on va rendre le papier amoureux, c'est-à-dire qu'on va lui redonner sa souplesse parce qu'il va falloir qu'il aille chercher l'encre au fond de la taille. Et là, on a tout un savoir-faire parce que il n'y a rien d'automatique. C'est-à-dire que tout est fait de la main de l'homme. On vient préparer son encre. Donc on va lisser son encre, on va l'assouplir. Donc on va la travailler, soit sur un plan, une plaque de verre, soit comme moi sur une pierre lithographique. Et puis on la malaxe, on la travaille. On rajoute plus ou moins de l'huile extra fine dedans. Et puis ensuite, on vient donc nourrir les tailles. Et après ça, la main va venir donc essuyer la surface de cette matrice, donc pour laisser l'encre uniquement dans les tailles. Et ensuite, on se servira donc d'une presse, une presse taille douce. Alors une presse taille douce, c'est simple, pareil que le burin, c'est-à-dire que c'est vieux. C'est très vieux. On remonte dans l'histoire, au XVe siècle, pareil. C'est deux cylindres superposés. Le cylindre supérieur qui est mobile et qui donc permet une pression. Et ces deux cylindres enserrent donc un plan qu'on appelle une table. Le fait d'avoir donc ces deux cylindres superposés avec une pression sur le cylindre supérieur, on va transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. La translation de droite à gauche ou de gauche à droite va créer donc, sous le passage des rouleaux, une impression de l'estampe. Alors bien sûr, c'est des métiers qui s'apprennent, c'est un savoir-faire d'artisan, c'est une douceur dans... C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que c'est une main d'acier dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je veux créer comme émotion à l'estampe, je vais donner des effets à l'encre. Je vais la rendre plus fluide à certains endroits pour en faire un voile. Ou alors je ferai un pommage beaucoup plus sec. Et là, j'aurai des blancs révélés qui seront nets et sans bavure.
Quelles sont vos sources d'inspiration? Vous avez parlé un peu de la nature tout à l'heure. Ce qui me donne envie de créer, c'est la nature. Je suis un contemplatif. C'est-à-dire que la nature nous offre tout. Mais ce que je vois dans la nature est quand même très lié à l'humain. C'est-à-dire que je trouve dans certains ports de fleurs des attitudes humaines. Et donc je vais transposer souvent l'humain dans une nature végétale, dans une fleur, ou dans un comportement humain, un conciliabule par exemple, avec deux fleurs qui se font face à face. Vous exposez cet été, vous avez exposé cet été à la chapelle Saint-Modeste à Lesneven, et c'est un travail particulier que vous avez fait. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu ce que vous présentez dans cette chapelle? Oui, avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est le travail qui est présenté dans la chapelle Saint-Modeste à Lesneven, qui est encore visible jusqu'au 15 août. Donc Saint-Modeste à Lesneven, en plein cœur de la ville. Alors c'est un travail in situ, une présentation, donc une exposition in situ, qui m'aura pris 3 ans. C'est une forme de chemin de croix, c'est-à-dire que j'ai voulu transposer donc la passion christique en passio végetalis, parce que j'avais il y a quelques années un atelier qui était face à un bois, et dans ce bois, c'était ma cour de récréation, jusqu'au moment où 2 bûcherons sont partis à la retraite et ont cédé le pas à des débutants. Mais des débutants qui n'avaient pas la maîtrise de la gestion de forêt. Ça a été pour moi un miroir à l'écologie, à la déforestation massive de notre planète. Et je me suis dit, voilà, un axe qui est intéressant, de montrer aux gens que un arbre, c'est pas n'importe quoi, que c'est important. C'est important pour nous, c'est une vieille entité et on doit la respecter. Donc cette exposition est travaillée comme un dessin académique, c'est-à-dire un écorché humain, comme si on faisait une étude musculaire d'un être humain. Et là, j'ai travaillé sur le décharnement végétal, donc sur toutes ses formes. Donc bien sûr, il y a un rapport à la croix, il y a un travail qui se poursuit avec un livre d'artiste que j'ai le grand honneur de faire avec la collaboration de Jean Lavoué, un poète, un ami poète de Hennebont qui écrit magistralement. Donc cet accompagnement est fait avec des gravures sur bois, parce que dans cette exposition, il y a de la gravure taille douce, donc des burins sur cuivre, il y a des manières noires, mais il y a aussi des grandes xylographies, dont une grande xylographie de 2 mètres sur 80, qui représente donc un homme venant avec des racines végétales. Et donc le livre va être composé donc de gravures sur bois, imprimés sur des japons qui auront été donc des papiers japon qui sont des papiers très fins, des papiers de 19 grammes, qui auront été au préalable travaillés en tant que peintre et ensuite pré-encollés pour être imprimés. Et 25 gravures donc au burin sur cuivre avec une matrice de forme. Alors j'ai voulu que cette matrice soit avec une forme particulière qui représente un buste humain d'une manière symbolique, mais qui représente aussi le haut d'un crucifix affaissé, parce que je veux interpeller quelque part par Passio Végétalis. Je veux qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse un petit peu au devenir de nos enfants sur cette planète. Il y a un proverbe indien qui dit que la planète, ça nous appartient pas, hein. C'est un patrimoine qu'on doit léguer à nos enfants. Donc voilà, c'est surtout un hymne écologique. Et donc aussi un long travail, puisque vous dites que ce que vous présentez, c'est 3 ans de travail. Oui, tout à fait. Oui. On reste toujours dans le même schéma. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Pour moi, le travail n'est pas une obligation. Moi, le travail et cette notion au travail est très philosophique et me permet de me construire. La gravure me permet, d'être l'homme que je suis, tout simplement.
Donc 3 ans, oui, 3 ans bien sûr qui ont été assez alternés, hein, avec des travaux de commande, avec d'autres projets, d'autres livres d'artistes, parce que je travaille aussi avec des poètes sur d'autres projets. Là, j'ai terminé il y a quelques mois un livre d'artistes avec une poète de Saint-Paul-de-Léon qui s'appelle Françoise Lambrèche, qui m'a accompagné d'une manière magistrale aussi sur un travail sur les indigents et qui a été présenté donc à Chartres, un livre qui a pour titre À la rue, donc pour montrer au travers de bois gravés, des bois couleurs. Donc j'ai travaillé avec la technique du bois perdu, c'est-à-dire que j'ai voulu être dans l'économie de moyens pour ce livre-là. La technique du bois perdu est une technique qui a été mise au point par Pablo Picasso, c'est-à-dire qu'on se sert d'une matrice pour faire toutes les impressions couleurs. C'est-à-dire que chaque passage de couleur va ensuite imposer à la matrice un autre travail sur l'empreinte. Donc on ne peut pas revenir en arrière, il n'y a pas de repenti. Et donc là, c'est un travail qui n'était pas abstrait, parce que c'est vrai que mon travail aussi entre le figuratif et l'abstraction pure. On peut dire donc en vous entendant finalement que ce qui vous passionne dans ce travail de graveur, c'est que quelque part, ça contribue à, et vous l'avez dit, à vous construire un peu comme homme. C'est ça aussi votre recherche. Et j'imagine que si on a fait un travail sur une durée de 3 ans, mais il y a aussi toute la maturation qui se fait au fil du temps. Et c'est ça aussi qui est passionnant et intéressant dans votre métier. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute manière, je pense que artiste, c'est galvaudé comme mot. On essaye d'être au plus près de la création. La création ne vient pas de nous, hein. Tout est à portée de main. C'est notre façon de regarder et d'appréhender la vie. Donc c'est vrai que ce métier de graveur et d'imprimeur taille-doucier, pour moi, c'est avant tout une démarche philosophique. C'est-à-dire que c'est un art de vivre. Un art de vivre en prenant le temps, en dégustant chaque instant. Et en se disant surtout que je ne sais pas qu'est-ce que demain sera. Pour moi, je ne me pose jamais ce genre de questions. C'est vrai que mon travail d'artiste graveur a évolué dans le temps. Il a pris une aisance que j'avais pas il y a encore quelques années, parce que je suis un autodidacte. Il a fallu que j'apprenne toute cette technicité, parce que ça s'apprend, parce que on n'a pas ça dans une pochette tirelire, et que après, la liberté dans la création, dans l'interprétation surtout. Mais il faut être humble. C'est un métier où on apprend l'humilité, parce que on est sûr de rien. C'est-à-dire que on a une aspiration, on a une émotion qu'on veut exprimer et partager. Je me considère comme un homme qui doit inviter un regardeur, c'est-à-dire que je suis simplement quelqu'un qui pousse une porte. Après, à vous de la franchir, et à vous après de faire un travail d'intériorité. Serge Marzin, merci beaucoup.